Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Ça se passe tous les samedis à partir de 11h sur Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, on va pas parler d'un livre, mais surtout d'une thématique. On va s'intéresser surtout à la bande dessinée et à cette innovation dans ce domaine-là, le webtoon, qui aujourd'hui est sur les tropiques. Quel pourra être son impact sur l'industrie de la bande dessinée en Afrique? Quel est l'intérêt qu'on peut avoir à l'adopter? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le marché de la bande dessinée qui se met progressivement peu ou prou en place en Afrique? En tout cas, on va en parler avec notre auteur aujourd'hui sur ce plateau, Rutil, qui est donc avec nous. Rutil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, spécialiste de la webtoon. C'est quoi d'abord webtoon? Le webtoon, c'est une BD qui se lit sur téléphone portable. Ça a été une grande innovation qui nous vient de Corée, qui a été mise au point au début des années 2000 là-bas. Et ça s'est implanté en France autour des années 2019. Et en fait, avec le Covid, ça a complètement explosé parce que, comme vous le savez, les gens ne pouvaient pas aller en librairie, etc. Et donc, ils étaient sur Internet et donc, ils ont lu des BD. Et ce qui est très chouette avec le webtoon, c'est que ça se lit en scrollant, avec un geste qui est très naturel au final. Le scroll lui-même permet toutes sortes d'innovations en termes de mettre en scène de la bande dessinée, agencer des cases, même en termes de lecture. C'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'auteur, beaucoup plus imposer un temps de lecture au lecteur qu'avec de la BD classique où le lecteur peut passer d'une page à une autre. Avec une BD classique, le lecteur maîtrise son temps. Avec le webtoon, c'est un peu plus cinématographique, toute proportion gardée. Il n'y a pas d'image qui bouge de partout, mais vous imposez un temps au lecteur. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire plusieurs cases où il doit scroller à travers toutes les cases, il est obligé de le faire pour arriver jusqu'au bout du truc. Alors qu'avec un livre, il peut sauter des pages, il peut revenir, etc., etc. On voit que ça va être un peu plus léger, un peu plus facile que la bande dessinée, en tout cas matière en main. En tout cas, pour moi, le webtoon, c'est de la bande dessinée, dans le sens où c'est de l'art séquentiel. Et donc, en bande dessinée, on dit qu'il y a une bande dessinée à partir du moment où il y a deux cases qui se suivent et qui ont un lien entre elles. Ça, c'est la définition de la bande dessinée. Donc, totalement, même en scrollant, c'est de la bande dessinée. Vous avez des liens logiques qui se font entre les différents dessins que vous voyez apparaître au fur et à mesure sur votre écran. La BD papier, moi j'en viens aussi. J'étais en France pendant 15 ans scénariste de bande dessinée papier, mais ça n'a pas du tout marché pour moi. J'ai galéré pendant des années et c'est grâce au webtoon que j'ai connu un énorme succès. Un succès qu'on peut dire colossal puisque c'est le titre de ma série. Et je me suis fait connaître vraiment grâce à ça. Et juste, je me suis rendu compte que mon public était sur Internet en fait. Et que la BD papier, et je pense qu'il y a pas mal d'auteurs africains qui connaissent la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est difficile à diffuser, il y a des coûts énormes à investir. Physiquement, il faut les déplacer, il faut que les gens le en prendre soin voilà. Et surtout. Et là, ça c'est une méthode de diffusion que tout le monde a dans sa poche. Pour peu que vous ayez Internet, parce que c'est pas non plus acquis, évidemment, ça on le sait aussi. Mais c'est quand même vachement plus facile d'accès que des fois des auteurs qui s'autopublient ou trouvent des éditeurs, mais qui aussi ont un range, une zone limitée en fait d'action, juste parce que physiquement ils sont contraints. L'autre avantage du webtoon, c'est que c'est mondial, c'est que vous pouvez aussi atteindre un public beaucoup plus large, au-delà même des frontières de votre pays. Plus facilement aussi. C'est ça. Et après, en termes aussi de public, ça c'est quelque chose qui me passionne aussi, c'est que c'est pas que des challenges culturels aussi qui se posent, c'est aussi en termes de genre. Beaucoup de femmes lisent des webtoons, beaucoup de femmes en produisent. Moi, je fais partie d'une majorité d'autrices en France, sachant qu'en BD papier, en fait, on a tendance à moins accorder leur chance aux femmes, justement à cause des risques, c'est ce qu'on va vous dire. Mais il y a un public féminin pour des autrices féminines. C'est juste que grâce à Internet, on peut plus facilement les atteindre et il n'y aura pas aussi, je pense, un certain jugement ou un stigmate social parce que je pense qu'il y a peu de femmes, même en France, qui passent le cap de rentrer dans une librairie spécialisée en bande dessinée, par exemple. Ça aura tendance à être un peu vu comme un univers masculin, ou peut-être pas que masculin, mais aussi un truc en mode « ah, mais ça je connais pas trop », alors que pareil, sur Internet, c'est accessible. Parce qu'on est seul d'ailleurs. Et si vous vous y connaissez pas, c'est le moment de commencer et vous pouvez vous lancer tout seul en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de choses à connaître, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est très facile et très accessible à mon sens. Et comment est-ce qu'on l'obtient? C'est-à-dire c'est un logiciel qu'on installe, c'est un abonnement qu'on fait, comment ça s'organise justement? C'est vaste. En gros, pour en faire,
vous pouvez avoir un ordinateur avec une tablette graphique et du coup faire une bande qui est au format du téléphone portable. Alors sachant aussi que le seul format que vous avez, c'est la largeur du téléphone portable. Après, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc un ruban infini ou un scroll justement. Peu importe ce format-là, mais une autre contrainte plus ou moins, ça va être l'écran de téléphone portable, parce que du coup vos cases vont apparaître et vous pouvez jouer avec le temps aussi dans votre téléphone portable, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que quelqu'un va scroller à travers du blanc, à travers ce qu'on appelle une ellipse en bande dessinée, et soudain une case va apparaître. Donc ça peut être un effet de surprise, ça peut être de l'émotion qui se dégage, si par exemple un personnage est très pensif, on va scroller en même temps que lui, on va passer un peu de temps, on va flotter un petit peu dans une espèce de temps suspendu. Donc il y a comme je disais, il y a plein d'outils hyper intéressants en fait qui sont amenés par ça. Donc vous m'aviez posé la question. Après voilà, au Congo par exemple, donc en novembre j'ai été au festival Bilili, qui est un des plus gros festivals de BD d'Afrique. Et il y avait des Congolais par exemple qui dessinaient au doigt sur le téléphone portable avec une application qui est gratuite. Carrément. Et qui faisaient leur webtoon comme ça, donc vraiment à échelle, à publier directement sur téléphone portable. Là, après, il y a des plateformes, donc comme je parlais des plateformes coréennes, donc Naver par exemple. Naver, c'est l'équivalent un peu de Google en Corée. Ils ont ouvert donc leur site en France qui s'appelle webtoon.fr. Et en fait, il y a une partie qui s'appelle Canvas et une partie qui s'appelle Originals. Et Originals, c'est des gens qui sont payés par Webtoon, la corporation, pour faire, donc il y a c'est un contenu éditorial, c'est pour produire des webtoons, mais de façon payée et officielle. Donc ça, j'en ai fait partie avec mon webtoon colossal. Et la partie Canvas, c'est pour les amateurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut poster en Canvas. Une fois, et vous testez à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez tester, trouver votre public. Il y aura peut-être des gens qui vont découvrir votre travail pour la première fois, être intrigués, laisser des commentaires. Et il y aura toute une économie aussi du commentaire, parce que c'est disponible gratuitement sur Internet aussi. Et ça va être très intéressant pour, par exemple, se bâtir une communauté. Parce que ça, c'est vraiment un des enjeux, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe. Avoir une communauté de gens qui lisent ce que vous faites, c'est très important. C'est l'enjeu. C'est très important, en effet. Mais alors, quel est le contrôle que l'auteur, l'illustrateur ou tout ce qui entre dans cette option a sur la circulation de sa production? Alors ça va dépendre. Par exemple, effectivement, il y a c'est un peu bête parce que pour moi, Internet, ça devrait être libre et gratuit et sans frontières, évidemment. Donc il y a certains sites qui vont être loqués par territoire. C'est-à-dire que par exemple, il y aura un certain contenu sur certaines applis qui ne seront pas disponibles en Afrique et inversement. C'est dommage, je trouve, même si c'est dans des langues qu'on ne comprend pas. Non mais voilà, pour moi, Internet devrait être vraiment ouvert à tous. Mais du coup, pour des histoires de sous, on va bloquer certains contenus dans certains pays, etc. Par rapport au contrôle, moi je suis éditrice de Webtoon aussi pour le compte des éditions d'Argo. Donc après, ça va être une question de contrat qu'on signe avec la maison d'édition. En général, ils vont prendre les droits d'adaptation, par exemple. Et après, ça sera à la maison d'édition, c'est-à-dire vraiment à la boîte, de décider de traduire ou pas, ou de je sais pas quoi. Ce qui là aussi est un peu dommage, parce que pour peu que vous sachiez parler anglais, par exemple, et que vous fassiez vous-même votre propre traduction, ce sera disponible si possible, mais encore une fois, parce que c'est bloqué par pays, ce sera disponible aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, là où on parle anglais, qui est au final la vraie langue officielle d'Internet. Donc ça c'est un problème, par exemple, le fait qu'on est obligé de dépendre d'une boîte et du bon vouloir des éditeurs pour qu'ils disent « Ok, ça a pas mal de succès, on peut investir des sous dans le fait de traduire ça et de le vendre à telle plateforme. » Enfin, c'est tout un processus, alors que pour moi, ça devrait être beaucoup plus simple, ouvert et facile d'emploi. Plus accessible, en tout cas, à tout le monde. Et par ailleurs, oui, par contre, si vous publiez en amateur, c'est-à-dire sur Canvas, il n'y a pas vraiment de contrôle. Là, pour le coup, c'est vous qui voyez aussi ce que vous voulez faire, ce que vous voulez. Moi, en tant qu'éditrice, j'ai une ligne éditoriale très claire, qui est que je ne veux pas faire tout ce que les Coréens font, qui marche déjà très bien pour eux. Je ne veux pas faire tout ce qui se fait en papier en France, parce que moi, ça m'a bloqué pendant des années, d'essayer de convaincre des éditeurs français que mes histoires valaient la peine d'être racontées. Publié, oui. Et en l'occurrence, je leur ai prouvé, sans passer par eux, si, ça marche. Regardez, j'ai eu sur le Colossal, c'est 9 millions de lecteurs uniques. Donc, c'est facile, en fait, au final. Je leur prouve par A plus B, regardez, ça marche. Mes histoires veulent être lues par des gens sur Internet. Mais en tant qu'éditrice, du coup, moi, je veux imposer une voix française en webtoon.
C'est-à-dire parce qu'il y a un côté très commercial au final, très algorithmique, dans le sens où la plupart des éditeurs coréens, dès qu'ils voient qu'un truc marche, ils envoient un peu tous les auteurs dans cette brèche en disant ça marche, tout le monde fait ça. Et du coup, il y a un côté très répétitif, il y a beaucoup de il y a plus d'innovation, de clichés, voilà. Des trucs qui se répètent beaucoup. Et moi, je trouve qu'en France, on a beaucoup plus à apporter de ce point de vue-là, parce qu'on a une très riche tradition d'auteurs qui faisaient de l'épisode. Un de mes auteurs préférés, c'est Alexandre Dumas, qui était très connu pour ça. Et je pense que oui, on a moyen de passionner les gens avec des sujets politiques que les autres Coréens ne veulent pas du tout traiter. Donc moi, ma position, c'est les Coréens font les Avengers, nous on fait Anatomie d'une chute. Et au passage, Anatomie d'une chute qui a eu 6 millions d'euros de plus que le plus gros blockbuster en France cette année-là, qui était Les Trois Mousquetaires par Pathé. Donc c'est juste pour vous prouver aussi que des fois quand on fait du local, et là je reviens sur la question africaine, mais quand on fait du local, quand on fait des trucs qui s'adressent à des gens autour de vous, et quand je dis autour de vous, c'est physiquement autour de vous aussi, c'est important de communiquer, vous n'êtes pas tout seul, vous avez des lecteurs aussi. Et la culture, c'est pas vous tout seul, ni vos idées, c'est les gens autour de vous aussi en fait, qui partagent ces idées, ou peut-être que vous pourrez leur faire partager ces idées. Et donc voilà, pour moi, s'il y a un webtoon africain qui doit voir le jour, il y en a déjà, au passage, il y a des plateformes qui ont un certain succès. Ça déjà sur le continent? Oui, Zebra Comics par exemple, c'est un gros studio qui propose aussi du coup ses propres webtoons. Alors ils ont un nom qui est marocain, je crois, mais il y a une plateforme marocaine qui proposait des trucs vachement intéressants. Donc il y a des choses déjà qui commencent à être lancées. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il faut que ça dure dans le temps, quoi. Et vous l'avez soulevé, c'est que il faut avoir des smartphones, mais en vrai... Il faut avoir l'Internet, il faut c'est avoir... ça, mais vous disiez, par rapport aux nouvelles technologies, qu'il y a un challenge en Afrique par rapport à ça. Mais en vrai, c'est vrai que Orange, qui est un des plus gros opérateurs au monde, son plus gros chiffre se fait en Afrique. Donc on a moyen, je pense, de le faire. C'est juste que voilà, ça va prendre un certain temps, il faut trouver un business model, il faut trouver une façon aussi de faire en sorte que les gens n'aient pas trop mal de dépenser pour de la BD en ligne. Peut-être l'intégrer de façon plus naturelle dans des abonnements, par exemple, téléphoniques, etc., pour que les gens n'aient pas à faire le geste de dépenser de l'argent pour lire un chapitre de Mais BD. est-ce qu'avec 9 millions d'abonnés ou sont fidèles à vos histoires, etc., vous n'avez pas l'impression d'être dans de l'abstraction? Parce qu'avec la BD, mettons, imprimée, c'est le contact, c'est le tactile, etc. Non, c'est le cas, hein. C'est plus mettons, sensible. Alors, c'est le cas, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, grâce au webtoon, ce que j'ai jamais eu en bande dessinée, c'est-à-dire un public qui me dit ce qu'il pense de ce que je fais. Directement. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que donc, pendant 15 ans en France, j'ai réussi à publier des BD, j'ai plus d'une douzaine d'ouvrages derrière moi, mais comme personne ne me connaissait parce que je n'avais pas de succès, je sortais une BD, des fois j'allais en festival, des gens me rencontraient, par curiosité prenaient ma BD, mais ils ne l'avaient pas lu. Donc ils n'allaient pas me dire c'est super, j'ai adoré, tel personnage, qu'est-ce que je l'aime, etc. Ils allaient le prendre, c'est sympa, et puis j'allais plus jamais les recroiser ni en entendre parler. Et ça, quelque part, je peux dire que pendant 15 ans, j'ai créé dans un vide absolu. Dans une sorte d'inexistence. C'est angoissant. Hein. De temps en temps, j'avais des collègues qui me disaient c'est bien ce que tu fais, j'avais des éditeurs qui me disaient c'est bien ce que tu fais, mais pas de public qui disait j'adore, là, ce moment de l'histoire, c'est trop bien, etc. Et avec le webtoon, pour la première fois, il y avait des gens qui réagissaient parce qu'il y a des commentaires en fait sous chaque épisode de webtoon. Et moi, il y a une histoire, parce que je suis naturalisée française, mais je suis mauricienne d'origine, et il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est que à Maurice, on adore les telenovelas. Et le dimanche soir, toutes les rues mauriciennes à 18h étaient vides, parce que tout le monde était devant la nouvelle telenovela et on attendait le nouvel épisode. Mais ça, c'est un truc qu'on a un peu perdu avec Netflix et les plateformes de streaming, parce que vous êtes en décalage avec avec vos copains. Certains auront vu 15 épisodes, d'autres auront vu un seul, d'autres auront vu toute la série. Et c'est genre, non, me parle pas, me spoil pas, je suis pas encore arrivé à là, ou je sais pas quoi. Vous avez besoin d'attendre que... Donc il n'y a pas vraiment de communauté. Je pense que quelque part, les seuls événements où il y a encore un peu de communauté, c'est peut-être les matchs de foot, où là, tout le monde se retrouve dans le stade. Et peut discuter et parler. Mais c'est un grand plaisir d'être en même temps devant quelque chose et de pouvoir commenter sur cette chose. Et là, en fait, grâce au webtoon, il y avait des gens qui me disaient
moi je lis pas que l'épisode, je lis les commentaires aussi derrière. Et ça me faisait plaisir, parce que ça me disait, il y a une communauté, il y a des gens qui ont ressenti des choses et qui parlent dans les commentaires. Qui cherchent à voir si d'autres partagent la même chose. C'est génial. Et ça, pour le coup, ça a été une richesse inimaginable d'avoir cette expérience-là en webtoon. Donc oui, c'est immatériel dans une certaine mesure, parce que c'est pas des vrais gens qui sont venus me voir, etc. Mais quand on a eu fini du coup la série Colossal, parce que c'est en 60 épisodes seulement, on avait prévu ça comme ça. Quand la publication en ligne a été finie, on a eu 9 éditeurs en France qui nous ont couru après pour faire une adaptation au papier. Parce que oui, en France, on est encore très attaché au papier. Ça, c'est une réalité qui est encore... c'est toujours mieux de sentir l'odeur du papier. Alors, c'est vrai aussi, le seul problème, c'est que je pense que tout n'est pas... tout ne vaut pas la peine d'être en papier. Déjà parce que ça tue des arbres, mais aussi, en fait, en France, les gens ont plus de place dans leur bibliothèque, et ça, c'est un truc qui est revenu souvent. On aime beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il y a physiquement plus de place. De l'espace. Donc vous êtes obligé de faire un choix, et si vous avez une série que vous avez vraiment beaucoup aimée, là vous allez investir et vous allez la voir physiquement. Mais je pense que tout n'est pas comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être juste consommées rapidement, pour laquelle vous allez payer un certain prix, et puis vous passez à autre chose et vous n'avez pas besoin de la collectionner ou de l'archiver chez vous. Donc ça c'est différentes choses à considérer, mais voilà. Et en fait, sachant que 9 éditeurs qui me courent après, ça m'est jamais arrivé en 15 ans de carrière non plus en France. Ça veut dire qu'on a vraiment attiré l'attention avec cette série. Et après, on a fait 2 ans avec la dessinatrice de parcourir toutes les routes de France. Tous les week-ends, on était sur les chemins pour dédicacer les albums papier. Et là, on a rencontré notre lectorat. En fait, il y avait moitié des gens qui ne connaissaient pas la série et qui voulaient la découvrir en papier, et la moitié qui l'avaient lue en ligne et qui voulaient rencontrer il y avait une espèce d'effet un peu souvenir quelque part. Genre, j'ai rencontré ces autrices dont j'ai apprécié l'œuvre, etc. Mais alors, on est dans un contexte africain où on est toujours en retard sur certaines choses. L'industrie du livre est difficile à mettre en place, davantage difficile avec la BD d'ailleurs, où les acteurs se débrouillent, se démerdent un peu. Du coup, cette innovation, est-ce que ça ne va pas ralentir ce qui est en train de se mettre en place, ou est-ce que ça va booster? Quel pourrait, à votre avis, être l'effet de cette innovation sur le contexte africain? Je pense qu'au contraire, il peut y avoir une symbiose en fait. Parce que pour moi, en fait, je crois très fort que la bande dessinée, en tout cas au long cours, c'est-à-dire une bande dessinée qui n'est pas un one-shot, donc qui n'est pas juste une histoire contenue, ou du coup avec beaucoup de pages, par exemple, une histoire de bande dessinée comme Valérian, comme Naruto, même en manga du coup, ça a besoin d'être suivi sur un long moment, que les gens s'habituent en fait au personnage, et c'est là où ils vont commencer à investir dans la série. En vrai de vrai, les gens n'achètent que ce qu'ils connaissent. C'est un truc dans lequel je crois très profondément, parce que voilà, vous êtes habitués et vous avez à un moment donné envie de vivre physiquement avec ces personnages comme machin. Alors sur un seul one shot, c'est pas possible d'établir ce lien avec un public. C'est clair. Mais sur de la prépublication qui existait en France à une époque qui n'existe plus du tout maintenant. Au Japon, il y a Shonen Jump en fait qui publie régulièrement des chapitres de manga. Et le manga en Afrique, c'est énormissime en fait comme influence. Mais ce qui manque, je pense, là où c'est compliqué en fait de faire du manga en Afrique, c'est qu'il faut tenir compte du fait qu'au Japon, le manga c'est des petits chapitres prépubliés dans un magazine qui paraît tous les mois, et le public s'habitue du coup à ces personnages, et du coup quand vous le sortez en relié, en compile, les gens vont acheter pour avoir toute l'histoire. Parce qu'ils savent déjà. C'est ça. Mais je pense que c'est difficile du coup de le faire sans prépublication, parce que vous allez faire un manga, c'est déjà beaucoup de pages, vous allez prendre peut-être 1 an, 2 ans pour le faire, peut-être plus. Le tome 2, 1 an, 2 ans, enfin vous perdrez votre public, vous perdez le signal. Avec le webtoon, vous pouvez avoir des épisodes réguliers, des gens qui suivent, et au bout de tout ça, vous sortez une compilation, les gens vont acheter, normalement, parce qu'ils se sont habitués, parce qu'ils se disent « j'ai vraiment aimé ça, l'auteur m'a donné tellement pendant tout ce moment, j'ai envie de lui rendre ». C'est beaucoup une relation de loyauté aussi. De fidélité en quelque sorte. Mais alors, c'est vrai qu'on a en tout cas l'expérience à faire encore en Afrique, quand on voit un peu tout ce qui se met en place et la lenteur avec laquelle les choses se mettent en place. Mais parlons de façon générale de la BD. Comment est-ce que vous la percevez en Afrique? C'est très intéressant parce qu'en vrai, la BD en Afrique est d'une part riche et d'autre part relativement vieille en vrai.
dans le sens, enfin relativement vieille, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, on le voit, il y a une petite frise là qui parle de la BD béninoise, c'est quand même années 70-80. Absolument, oui. Moi, par exemple, qui viens de l'île Maurice aussi, il y a pas mal, il y a eu des BD mauriciennes qui se sont plus lancées, je dirais, dans les années 90-2000, mais il y avait des dessinateurs de presse qui sortaient de temps en temps des compilations, etc. Dans les journaux. Et voilà, donc en fait, on a, je pense, les mêmes dynamiques à Maurice que dans le reste de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a la BD un peu utilitaire, c'est-à-dire historique, ça souvent c'est les touristes aussi qui vont l'acheter, des patrimoniales d'une manière générale, et éducatives. Moi, par exemple, à Maurice, j'ai fait des BD contre le chikungunya, enfin de prévention du chikungunya, ou des BD sur le patrimoine historique mauricien, qui étaient très courtes et qui étaient financées par la Banque commerciale, et distribuées par la Banque commerciale à Maurice. Vous avez donc du dessin de presse, et vous avez de la création BD, et quelque part, qui est pas hyper soutenue, parce que, voilà, un peu difficile à produire. Rien que les planches, c'est long de faire une bande dessinée. Après, produire physiquement un album, c'est compliqué aussi. Trouver un éditeur, c'est compliqué. Et après, diffuser, c'est compliqué aussi. Donc, moi, ce que je trouve fascinant, c'est justement la richesse malgré tout. C'est-à-dire des gens qui se passionnent pour de la BD et qui se disent, moi, je peux le faire. Le seul truc qui me frustre un petit peu, parce que maintenant, je compare un peu mon expérience que j'ai eue au Congo et mon expérience que j'ai eue ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le manga. Et le problème pour moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est que pour moi, c'est plus une question de comment faire ces histoires longues, comment les exploiter, etc. Il faut penser aux lecteurs. Et pour l'instant, je trouve que les auteurs ici sont un peu trop centrés sur eux-mêmes et pas assez, du coup, penser autour d'eux, la communauté. Et aussi, en fait, il faut absolument, et je pense que ça existe par contre, il y a des initiatives comme ASBena, où c'est plusieurs auteurs qui se mettent ensemble. Mais ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé, c'est la clé de tout en fait. Parce que justement, c'est tellement long de faire une BD, vous avez intérêt à vous serrer les coudes avec d'autres auteurs. Et du coup, voilà, le manga, il faut en tenir compte comme une influence majeure, mais on n'est pas obligé de faire un format comme au Japon. On peut prendre ce qu'on veut et proposer un truc à nous-mêmes, par exemple. Mais là, c'est comme si on offrait quelque chose d'hybride, qui n'a pas une identité vraiment originelle. Parce que si on doit chercher un peu du japonais et un peu du béninois. En vrai, c'est normal parce que même le Japon, je vais vous citer le plus gros, et qui est très connu ici aussi, Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est pas japonais, ça vient du voyage en Occident qui est un conte chinois. Donc qui a été importé au Japon. Évidemment, le Japon a beaucoup d'influence. Et moi, ce qui me fascine, c'est que Akira Toriyama, quand il se lance et qu'il fait Dragon Ball, il est très imprégné de là où il est et de l'époque où il est. C'est-à-dire que tout ce qui va être... donc, je fais un rapide résumé, mais par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Capsule Corp dans Dragon Ball, et ils font tout en miniature dans des petites capsules. Et vous appuyez sur la capsule, vous la lancez par terre, et ça devient une moto. Mais ça, c'était l'époque, c'était les années 80, c'était le Japon, et ils faisaient tout en miniaturisation aussi. Ils faisaient des puces électroniques, ils faisaient toutes sortes... Ça, c'est le Japon des années 80, et qui se trouve être le moment où Dragon Ball naît. Les personnages ont des vêtements de japonais de l'époque. Il s'appelle par exemple Bulma, qui est une marque de soutien-gorge que Toriyama avait vu. Il s'appelle Carotte, il s'appelle Freezer, qui sont des mots américains. Il s'appelle carotte comme le mot américain, c'est pas du tout japonais, carotto. Donc ça, je trouve ça fascinant parce qu'il a pris un truc qui est très traditionnel et il l'a adapté à sa sauce. Et Naruto, c'est la même chose. C'est-à-dire que Naruto, c'était un truc avec des ninjas un peu traditionnels. L'éditeur de Kishimoto lui a fait « Tu sais faire des vêtements un peu modernes, fais-les avec des vêtements de jeunes d'aujourd'hui ». Et quand vous regardez Naruto, ben oui, ils ont un peu des styles street, quoi. En fait, en vrai, Naruto n'a pas une esthétique traditionnelle japonaise. Et il a une esthétique steampunk. On arrive à Konoha par train à vapeur. Il n'y a que des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Vous voyez, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas... Voilà. Donc je pense que si on doit faire... Parce que c'est ce qui me frustre un tout petit peu avec la BD africaine, c'est que pour moi, il y a soit des trucs très patrimoniaux, très historiques, soit parmi les jeunes auteurs, je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, mais on peut faire de la mythologie africaine, mais avec des pouvoirs. » Oui, mais faites comme Toriyama, faites comme Kishimoto. C'est pas à des gens qui, il y a 1000 ans, 10 000 ans, écoutaient ces mythes que vous vous adressez. C'est à des lecteurs de maintenant. Donc essayez de mettre à jour, essayez d'adapter ces mythes que vous connaissez peut-être, ou peut-être avec lesquels vous avez grandi,
Mais il faut que ça soit naturel aussi. Et donnez-les au lecteur de maintenant. Il faut toujours penser au lecteur. C'est important, en effet. Allez, un mot rapidement sur comment vous voyez l'avenir de la BD en Afrique. Il faudra évidemment multiplier en fait les initiatives, il faudra vraiment s'accrocher parce que je pense que là il y a déjà énormément de talent. En vrai, je suis très impressionné par exemple du collectif de Aventure Béninoise. Aventure Béninoise. Il y a des choses extrêmement solides et que je trouve vraiment impressionnantes. Après, en fait, la BD c'est aussi une recherche permanente. C'est-à-dire que moi je vous ai dit pendant 15 ans j'avais aucun succès mais j'ai continué. Et c'est pas tant une question d'avoir du succès ou d'être populaire ou de trouver son public, il y a aussi une recherche dans le médium lui-même. Il faut lire le maximum de choses et s'intéresser aussi en dehors. Ça c'est un truc que j'adore avec les auteurs de BD que je connais, c'est que c'est des gens qui en vrai sont très érudits sur plein de choses différentes parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans une bande dessinée. Plein d'informations justement qu'on met dedans. Et donc ouais, si vous avez une spécialité, si vous vous intéressez, si vous avez une passion, il faut la poursuivre en même temps que la BD, pas se fermer, il faut avoir vraiment le maximum de références et de culture en vrai possible. Et quand je dis culture, voilà, c'est comme je disais, pas que vous, mais les gens autour de vous, parce que cette culture n'est pas que historique, c'est aussi comment cette histoire est vécue de nos jours. Et peut-être que voilà, certaines personnes autour de vous vivront cette histoire différemment, etc. Mais il y a vraiment besoin d'avoir ce ping-pong avec le monde d'aujourd'hui. Parce que voilà, on ne peut pas se coincer aussi dans les grands mythes, la grande histoire, etc. C'est évidemment extraordinairement riche et intéressant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on a besoin aussi d'innover, on a aussi besoin de nouvelles histoires et on peut mixer un peu de l'ancien et du nouveau, je pense. Allez, une curiosité avant de boucler cette émission. Vous avez certainement jeté un coup d'œil sur la dernière collection parue, après 9e rêve, les aventures béninoises. Ça vous a inspiré quoi? Quelle est la production qui vous a surtout intéressé? Je vais me remémorer un petit peu ça parce que moi il me semblait... Alors attendez... Donc le Royaume du Crâne, c'est très intéressant aussi. Bon, c'est pas un béninois qui a scénarisé, mais je trouve que le découpage est très professionnel. Et au niveau du dessin, ça se lit très bien en fait, ça c'est génial. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est c'est vraiment, quand je parlais de richesse, c'est dans la diversité. Quand vous voyez un truc comme ça, qui est beaucoup plus comique, clairement en fait, il y a une partie historique, mais c'est historique comique. Donc ça c'est génial de mélanger les deux, pas juste faire un seul ton, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler de l'histoire de façon très collée, montée ou coincée ou quoi que ce soit, on peut avoir cette perspective qui est peut-être un peu plus clownesque. Ça c'est magnifique. La guerre des Yovo là, j'adore. Donc ça c'est Constantin évidemment qui est hyper fort. J'ai vu ce qu'il avait fait aussi avec son personnage de cochon là qui est plus film noir, très Frank Miller, Sin City, etc. Mais ça j'adore, c'est vraiment c'est brillant vraiment et il y a un côté là aussi où on a l'impression que non seulement ça vient de lui, mais de références d'ailleurs et aussi de ce qui peut marcher, de ce que moi en fait ce que j'aimerais avec cette initiative, c'est que des jeunes regardent ça et se disent c'est cool. Juste c'est cool. Il faut envoyer le maximum et que des gens se disent pas oui bon il y a des gens qui ont fait ça, d'accord. Mais qu'ils voient ça et qu'ils se disent waouh déjà et peut-être moi un jour. Et ça oui, les couleurs sont magnifiques, le dessin est très chouette. Enfin voilà, ça c'est vraiment du très bon boulot. J'adore. Merci beaucoup Rutil, merci pour ces bons mots. Merci d'être venu sur mon plateau, spécialiste du webtoon. On en a parlé. Donc là, on a vu un peu son impact sur, je dois dire, la bande dessinée et son industrie en Afrique. Encore une fois, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de Canal 3 Bénin.